Salut à tous, la team OL, Thomas Mchot et Pierre Ménès en interview. Merci beaucoup Pierre pour cette petite interview que vous nous accordez, parce que vous êtes quand même beaucoup sollicité, donc merci beaucoup. Petite question juste avant que je vous présente, comment va votre santé? Puisque vous avez été bien atteint ces derniers temps. Comment Bon, sentez-vous? bien. Tu sais, quand tu as été greffé du foie et du rein, c'est pas un Covid qui va t'emmerder longtemps. Ouais, vous avez fait preuve quand même de beaucoup de courage, hein, parce que franchement, ça a dû être dur. Donc tant mieux que vous soyez revenu. J'ai été très malade pendant 15 jours, j'ai fait 6 jours d'hôpital, j'ai été fatigué 8 jours derrière, et puis ça va. C'est un avantage, c'est que ça m'a permis de perdre 16 kilos et de ne pas les reprendre. Voilà. Au top, ouais, vous avez l'air pas mal en ce moment. Donc, tant mieux, tant Je mieux. suis assez sexe, il faut dire ce qui est. Ouais. Bon, je vais vous présenter rapidement. Alors, tout le monde vous connaît, mais une petite présentation quand même un petit peu rapide. Vous avez été journaliste à l'équipe pendant 22 ans. Faites vos débuts à la télévision sur la chaîne du groupe L'équipe. D'ailleurs, c'est une émission qui a bercé ma jeunesse. C'est comme ça que je vous ai connu. C'est l'émission de Didier Roustan, qui était en interview chez nous, qui s'appelait Enfin du foot. Ouais. Ensuite, vous commencez à connaître la notoriété réellement sur M6, dans l'émission 100% foot avec Estelle Denis, ça aussi, je m'en souviens. Et puis vous rejoignez Canal+, et C8, notamment en étant consultant dans l'émission phare, le Canal Football Club. Alors vous êtes connu pour vos propos extrêmement pertinents, mais aussi sans langue de bois. Et je tiens à vous le dire, Pierre Ménès, ça fait plaisir quand même d'avoir un personnage comme vous qui prenait un petit peu le foot à la dérision, parce qu'au final, le foot, c'est ça. C'est que du foot, ça reste une passion, ça reste un plaisir. Donc, merci d'être comme ça. C'est pour ça peut-être que vous êtes dans la longévité. Ça fait plaisir parce que, et de plus en plus, il y a trop de gens qui prennent ça au sérieux. Je lis tels propos de haine entre supporters. Là, j'avoue que les supporters marseillais sont surpassés pendant ce Final Eight. C'est sûr que entre Lyon et Paris, pour eux, c'était certainement pas très agréable à vivre. Mais bon, là, ils sont toujours à jamais les seuls premiers. Je sais pas combien de temps ils vont se branler encore avec ça. Je sais que Boudjedal dit des conneries depuis quelques temps, mais là, au moins, quand il a dit qu'il fallait que les Marseillais arrêtent de se palucher avec leur étoile, je suis tout à fait d'accord avec eux. C'est dit au moins. Bon, je finis juste rapidement. Vous avez été aussi dirigeant de club, ça on l'oublie souvent. Acteur de cinéma. C'est bien le loup. Acteur de cinéma aussi, éditorialiste. Voix de commentateur sur le jeu FIFA aussi. Bref, vous avez déjà fait un paquet de choses dans votre carrière. Alors, première question. Quelle nouvelle expérience professionnelle aimeriez-vous réaliser aujourd'hui, Pierre Ménès? Là, j'ai des projets de fiction pour le cinéma et pour la télé. Ouais. La fiction pour le cinéma est écrite, castée et tout, et on cherche un distributeur. Et c'est pas facile avec cette période de Covid de trouver des gens qui sont prêts à mettre de l'oseille dans un film sans grande prétention. Et puis j'ai un projet un petit peu plus ambitieux pour la télé. Et là, je cherche des financements pour l'écrire. Le film, la série est déjà pas mal castée aussi. Donc voilà, c'est un peu ça mes projets, je dirais, hors football. Donc vous êtes producteur là, c'est ça? Si j'ai bien compris, vous allez être acteur. Auteur. Auteur, d'accord. Ah oui, donc c'est une nouvelle période professionnelle qui s'ouvre à vous, enfin on espère. Écrire, c'est écrire. Ouais. Voilà, écrire sur du foot ou écrire de la fiction, c'est écrire. C'est un petit peu le même travail, quoi. Bon, revenons au foot, revenons à l'Olympique Lyonnais. Vous avez suivi, comme nous, avec grand plaisir, l'épopée, l'été délicieux de l'Olympique Lyonnais, comme l'a dit Édouard Jay. Comment l'avez-vous vécu, Pierre Ménès, cette belle été de l'Olympique Lyonnais? Avec surprise, parce que je pensais qu'il se ferait éliminer à Turin et je penserais qu'il se ferait battre par Manchester City. Ouais. Je pensais aussi qu'il se ferait battre par le Bayern, mais là, malheureusement, c'est arrivé. Donc, deux grosses performances de l'Olympique Lyonnais, je dirais surtout contre Manchester City. J'avoue que j'ai pas été emballé par le match à Turin, qui était quand même, il faut bien le dire, un très bon match des deux équipes, mais surtout de la Juve, qui ne se reposait que sur le talent éternel de Cristiano Ronaldo. Mais bon, je peux pas dire que les Lyonnais se qualifient sur ce péno bidon, parce que je veux bien qu'on me raconte. Il faut le mettre quand même, il faut le mettre, Pierre Ménès. Il
faut avoir l'audace de cette Panenka quand même. Oui, non, mais ça d'accord, mais il faut l'obtenir déjà. C'est pas la façon de le Ouais, mettre. l'arbitre n'a pas été bon. Alors, il y a toujours des grands professeurs de football qui m'ont expliqué, mais si, regarde, tu comprends rien, il y a un petit contact, il n'y a Ouais, rien. avec Bernardeschi, ouais. Il y a Oui, que il n'y a dalle. rien. Je sais même pas si tu donnes lancer franc au basket avec ce contact. Donc voilà, donc évidemment ce penalty, vu que Lyon avait gagné le match aller 1-0, a faussé le match. La deuxième mi-temps a été quand même incroyablement pénible pour l'OL, sauf qu'ils se sont heurtés à une équipe qui avait tellement peu d'imagination que voilà. Et puis le match contre Manchester City, il a été bien géré. Alors j'avoue, et puis ça je peux le dire parce que je l'ai vraiment pensé avant le coup d'envoi, que j'étais sur le cul de la composition de l'équipe de Guardiola. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai dit, il a fait une équipe pour dire attention, j'ai peur de l'OL. Quand tu commences le match sans David Silva, sans Bernardo Silva, sans Mahrez, tu dis à ton adversaire, j'ai peur. Et quand tu fais jouer De Bruyne aussi haut, voilà. J'ai pas compris. Alors c'est un petit peu fort de café quand tu es journaliste le cul sur une chaise de critiquer Guardiola qui pour moi est le meilleur entraîneur du monde, mais là sur ce match-là il a complètement merdé. Maintenant c'est pas parce qu'il a merdé que l'OL n'avait qu'à se baisser pour, euh, pour l'emporter, et je trouve franchement que le Lyon s'est trouvé un milieu de terrain assez incroyable avec Guimaraes, même si je mettrais un bémol sur Guimaraes, c'est qu'il fait quand même énormément de fautes. Oui. Il aurait dû Cacré aussi en fait. Mais les fautes de Guimaraes sont plus méchantes. Il aurait jamais dû finir la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG, par exemple. Jamais. Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai. Cacré, c'est énorme. Énorme. Et Aouar, il est enfin devenu Constance, qui était le C'est la vrai. régularité, c'est vrai qu'il pêchait chez lui, effectivement. Ouais. D'ailleurs, qu'il y avait des jours où tu te disais, bon, ben, ce jour-là, il peut jouer au Barça, et le match d'après, tu dis, il ne peut pas jouer à Grenoble. Là, sur tous les derniers matchs qu'on a vus, il peut jouer au Barça. Surtout qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de monde qui peut jouer au Barça. Oui, il y a pas mal de monde qui peut jouer au Barça. Effectivement, bah, vous me tendez un petit peu une perche sur le mercato de l'Olympique Lyonnais, puisque ça va vraiment bouger, je pense. Donc il y a Aouar qui est ciblé par la Juventus, Manchester City. Depay, on en a parlé au Barça, puisqu'il y a Ronald Koeman, notamment. Et puis on parlera juste après, peut-être de la déclaration, c'est toute fraîche, de l'interview dans l'équipe de Jeff René Delaïde, qui est frustré de son temps de jeu à l'Olympique Lyonnais. Il l'a fait savoir à Juninho, à Rudy Garcia, et il le dit publiquement, il a besoin de progresser. Bref, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ces dossiers chauds pour le mercato lyonnais, Pierre Ménès? Changé avec des gens sur Twitter à propos de Depay. Ouais. Il y a eu cette rumeur au PSG. Oui, aussi. Et j'ai dit que le problème de Depay, c'est que s'il va au PSG, il joue pas. Bien sûr, banquette, c'est évident. Il joue pas. Il joue pas. Je pense que prendre un joueur comme Depay pour le mettre sur le banc, et mettre le pied dans un nid d'emmerde sans fin. Maintenant, il ne faut pas oublier un truc, c'est que Depay, il revient des croisés, qu'il est quand même pour l'instant dans une forme médiocre, même s'il a mis 3 buts contre Dijon. Il ne faut quand même pas oublier qu'il a mis 2 pénaux de justesse en plus. Mais pour l'instant, on est quand même très loin du grand Depay, qui va investir beaucoup d'argent sur un joueur à qui il reste 1 an de contrat et qui a 25 ans. Donc ça veut dire que dans 1 an, il en aura 26, hein, c'est mathématique. Moi, je pense que si j'étais Depay, je resterais à Lyon. Mais c'est peut-être ce qui va se passer. D'ailleurs, il nuance ses propos parce qu'il a fait une sortie après le match contre Dijon, vous avez bien vu, du genre, bon, les gens sont bien sympas à Lyon, mais bon, moi j'ai de l'ambition, je ne l'ai jamais caché, etc. Aujourd'hui, il dit, mais j'ai jamais dit que je voulais partir de Lyon. Je suis très bien ici, mais en gros, voilà. Il ne l'a jamais dit, c'est vrai. Il ne l'a jamais dit. Il l'a sous-entendu, en gros. Si un gros club y va. Ça veut dire ne pas dire. Ouais, moi, je serais Depay, je lui conseillerais de se faire la cerise avec l'OL pendant la saison. Exactement. Faire un gros euro avec les Pays-Bas. Exactement. Et voilà, quitte à ce qu'il parte libre de Lyon. Je veux dire, on a l'impression qu'aujourd'hui, qu'un joueur qui part libre d'un club, c'est une trahison. Mais voilà, les clubs, ils signent des contrats. Et ben, si un joueur il a envie d'aller au bout de son contrat, il trahit pas son club.
voilà, il a signé 4 ans, il fait ses 4 ans, et puis voilà. Ça serait pire pour un joueur formé au club plutôt, parce que bon, quand vous investissez quand même dans la formation d'un joueur, style Aouar, voilà, vous voulez peut-être un petit retour sur investissement. C'est ce jeu de trading aujourd'hui un petit peu. Il va partir pour au moins 50 millions. Moi, à sa place, j'irais plus à Manchester City qu'à la Juve, parce que c'est quand même un football qui lui convient mieux. Parce que être milieu avec Guardiola, c'est important. Voilà, donc pour sa progression aussi, effectivement, c'est plus ça serait mieux pour un Oussem Aouar, mais par contre, il y a aussi ce risque. Lui qui vise l'euro, c'est de s'enterrer aussi dans un championnat qu'il ne connaît pas, dans un autre niveau d'exigence. Ça aussi. Est-ce que c'est un bon choix de carrière pour Oussem Aouar de partir? Raisonnant lyonnais, mais maintenant, il faut se poser la question, c'est sans Coupe d'Europe, si personne ne part, que vont devenir les finances du club? Est-ce que le club est capable de supporter une saison sans Coupe d'Europe avec Depay, avec Aouar, avec c'est ça le problème. Et ça, pour ça, je fais totalement confiance à Jean-Michel Aulas, à qui d'ailleurs je fais globalement confiance tout le temps. Oui, alors, et puis, dernier sujet mercato, là, c'était tout frais, donc c'est la sortie de Jeffrey Adélaïde. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est ubuesque et c'est complètement déplacé? C'est surtout une pression de ses agents, de ses conseillers pour essayer de partir, mais au final, c'est contre-productif. Je trouve que déjà, avant de se blesser, il n'était pas. Depuis qu'il est revenu, il a joué des bouts de match. Il est vraiment considéré clairement comme la dernière roue du carrosse. Et que, compte tenu de l'investissement qui a été fait sur lui, c'est pas normal. Et que je pense que le joueur a le droit de ne pas être satisfait. Je pense que le joueur, il est là tous les jours à l'entraînement. Il doit sentir venir la saison pourrie. Ou alors il attend le départ d'Aouar et ou de Depay ou de Dembélé pour se faire une place. Ça a l'air d'être foutu avec les propos là. Ça a l'air d'être foutu avec les propos. Maintenant, c'est Aulas qui va trancher. Hein. Voilà, si Aulas lui dit grand, tu restes là et tu fermes ta gueule, il va rester là, il va fermer sa gueule. Ouais, parce que c'est vrai que la gestion du cas Jeffrey Adélaïde, elle est bizarre. Rappelez-vous contre Marseille, quand il sort à la mi-temps, le choix tactique étonnant de Rudy Garcia, ça part de là quand même. Ça part de là. On en avait beaucoup parlé. Moi, j'avais dit à la mi-temps, j'avais dit à la fin du match sur le CFC que c'était quand même un peu fort de café de se meilleur joueur à la mi-temps. Voilà, maintenant, le coaching de Rudy Garcia est parfois une énigme. C'est vrai. D'ailleurs, vous en pensez quoi de ce Rudy Garcia? Vous le connaissez un petit peu depuis? Qui est-il? Je l'aime beaucoup. Ouais. Je n'ai jamais caché, je n'ai pas compris qu'on le préfère à Laurent Blanc. Ouais. Il y en a beaucoup qui. Ouais. Laurent Blanc avec Jean-Louis Gasset. Attendez, vous qui connaissez Laurent Blanc, vous le connaissez personnellement, bien comme il faut, c'est peut-être un de vos amis. Qu'est-ce qui s'est réellement passé lors de ce fameux entretien? Parce que c'est un peu comme le bus de Nice Now, on dit tout et son contraire. L'entretien, c'est une. Je pense qu'il y a eu des interventions extérieures qui ont empêché Laurent de signer. Je pense que peut-être qu'il était trop imposant et avec une trop grosse notoriété pour Juninho et que ça le gênait d'avoir un entraîneur de cette dimension, une personnalité de cette dimension, assez de joueurs de cette dimension, parce que malgré tout, Laurent Blanc a été un plus grand joueur que Juninho. Bien sûr. Je pense que Gérard Rouillet et Noël ont joué un rôle très très néfaste aussi. Noël Le Graët, pour des raisons qui m'échappent, déteste Laurent Blanc depuis sa période sélectionneur. Tout ça parce que Laurent Blanc répondait pas tout le temps au téléphone. Donc, si tu veux, si c'est comme ça que tu juges un sélectionneur. Maintenant, voilà, moi je suis sûr qu'il aurait fait du très bon travail avec Lyon. Il aurait peut-être pas été en demi-finale de Ligue des Champions, mais il aurait peut-être été européen. Et donc Garcia, alors, qu'est-ce que vous en pensez très brièvement? Et quand tu as été entraîneur de Marseille, que tu as eu les propos que tu as eus sur Lyon de débouler, je crois que les supporters lui ont bien fait comprendre d'ailleurs. Maintenant, est-ce qu'il a gagné? C'est plutôt à toi de me dire s'il a gagné du crédit avec cette demi-finale de Ligue des Champions. J'ai un petit peu l'impression qu'il a gagné du crédit. Il a regagné un petit peu de crédit. Il y a moins d'insultes déjà sur les réseaux sociaux. C'est normal. Ouais, ça passe avec les résultats. D'ailleurs, lui-même le disait, Rudy Garcia. Il a dit, de toute façon, ma cote de popularité, elle viendra avec les résultats. Il me faut des résultats. Et c'est ce qu'on attend. Voilà, maintenant le problème, c'est qu'on parle de Lyon. Moi, ça me fait marrer que les mecs, s'ils ont mis 4-1, une équipe de Dijon qui, à mon avis, ira dans le tombeau, on dit, ça y est, est-ce que Lyon et le PSG, arrêtez de me faire rire, quoi. Arrêtez.
Arrêtez, déjà, on parle de quel Olympique? Celui d'avant le 5 octobre ou celui d'après le 5 octobre? Eh oui, le mercato qui se signe le 5 octobre, ça va être Voilà. déterminant. Et oui, vous avez raison. Je pense que tu auras un Lyon moins fort après le 5 octobre qu'il ne l'est aujourd'hui. Euh, et le PSG ne sera pas moins fort. Hein. Enfin, Ils vont être durs à aller chercher. le PSG ne sera pas moins fort. Le PSG s'est séparé de Thiago Silva, ce qui pour moi est une ânerie sans nom. Mais voilà. Mais rappelez-vous quand même des propos de Traoré l'année dernière, après les deux matchs inauguraux contre Monaco et Angers. On va aller titiller le PSG. Et là, avant le match contre Dijon, Fernando Marçal qui dit mais nous, on joue le titre. On joue le titre, carrément. Hein. Bon, Donc, ils n'ont pas peur, les mecs. Hein. Traoré, il ferait bien déjà de titiller le bas avant de penser à titiller quoi que ce soit d'autre. Marshall, est-ce qu'on doit accorder de l'importance aux propos? Ouais, voilà, c'est pour ça que c'est un peu bizarre ces discours de début de saison. Tu sais, c'est ce que j'appelle du clientélisme pour les supporters. On dit aux supporters qu'ils ont envie d'entendre, comme quand cet abruti de Payet, et pourtant c'est un copain, mais là, il a fait des fêtes du PSG où il met l'étoile. Puis, je veux dire, quand tu es joueur professionnel, que tu vas jouer mi-septembre contre le PSG, s'il te plaît, ferme ta gueule, te mêle pas à la lie, à la bêtise. Et je dirais la même chose quand les supporters du PSG vont chambrer Marseille, quand ils vont prendre des branlés en Ligue des Champions. Bah, À un moment donné, ouais. il y a une phrase très juste qui est sortie ces derniers jours, c'est quand on fête les défaites de ses adversaires, c'est qu'on ne gagne vraiment rien. Et, Pas faux, hein. C'est pas faux, hein. et c'est ça qui me... Aujourd'hui, c'est des sortes de mini-trophées, en fait, un petit peu. C'est des trophées d'orgueil. Du fait, je veux dire, imagine le budget des supporters, le budget maillot des supporters de l'OM cette année. Ils ont acheté le maillot du Real, ils ont acheté le maillot de l'Atalanta, de Dortmund, de Leipzig, du Bayern. C'est des sous, hein. Ouais, carrément. Tu le vois quand tu vas au Vélodrome, hein, il y a beaucoup de maillots d'autres clubs. Hein. D'ailleurs, je rebondis un petit peu, c'est mes deux dernières questions, parce que je sais que votre temps est précieux, Pierre Ménès. Bon, je mon coup. Bon, au top. Cette question un peu sur les ultras. Alors, on a des stades vides en ce moment, les jauges sont à 5000 spectateurs. À Lyon, les Bad Guns ont suspendu leur campagne d'abonnement, en disant qu'ils ne pouvaient pas réunir tout leur COP dans le stade. Ils ont préféré pour l'instant se mettre en retrait. Même chose de partout dans les stades en France. Est-ce que vous ne pensez pas que le mouvement ultra est impacté par la crise du Covid? Parce qu'on l'a vu récemment quand même, les ultras ont pris une place très importante dans la vie des clubs. Qu'est-ce qui n'est pas impacté par le Covid dans la société française? Ouais, c'est vrai aussi. Tu parles d'ultra, on peut parler des restos, des hôtels, de l'événementiel. Nous, regarde, on fait le CFC sans public et crois-moi, quand je rentre sur le plateau, j'ai l'impression d'entrer dans un cimetière. Ouais. Maintenant, ce qu'on a vu au Final 8 n'est pas une super pub pour les supporters parce qu'on a vu des super matchs sans personne. Sans personne. Voilà, donc ça prouve que ça n'a pas d'influence sur le déroulement du match ni sur la qualité du match. On peut penser que Lyon n'aurait pas fait un meilleur parcours avec ses supporters. Ouais. Donc, on dit souvent que ça enlève peut-être une pression, notamment à l'Olympique lyonnais. On s'est dit que peut-être ce public lyonnais mettait une pression à ses joueurs. Et pareil, je fais un rappel en arrière, le fameux match contre Leipzig de partout, il y a eu un inside, vous l'avez vu sur RMC, où vous avez Maxwell Cornet qui dit « Non, coach, on ne va pas aller les saluer, c'est pas grâce à eux. » Ça, c'est resté. Parce qu'à l'OL, certains joueurs considèrent que le public met la pression, une pression négative. La réaction de Depay, hein, qui était très forte. Hein. Ouais, aussi. Voilà, moi, je suis pas quelqu'un d'extrêmement tendre avec le mouvement ultra. Ouais. J'ai quand même l'impression que parfois, il donne l'impression de vouloir diriger les clubs, alors que quand tu veux diriger du club, tu es gentil, tu mets de l'oseille. Ouais, bien sûr. Le truc, c'est que là où je soutiens les ultras, c'est par exemple à Bordeaux, où ils sont en guerre contre une direction qui est complètement invraisemblable et qui fait n'importe quoi. Là, ok. Voilà, quand les ultras de Lyon attaquent le club, je me mets à la place de Jean-Michel Aulas qui a construit ce club pierre par pierre, qui a été champion 7 fois de suite,
qui se démène, qui paye de sa personne, qui se met toujours sur le devant pour mettre des coups, parce que moi je suis pas dupe, je sais très bien qu'il le fait exprès de provoquer pour enlever de la pression à son équipe. Moi j'aime beaucoup Jean-Michel Aulas. Ouais, j'allais vous en parler parce que vous avez eu quand même pas mal de clashs avec lui, hein, mémorable en 2013 d'ailleurs sur le CFC. Où en sont vos relations d'ailleurs avec Jean-Michel Aulas? C'est lequel? C'est le 1 d'avril ou Bafti? C'était avec Gomis, je crois, c'est ça, il me semble. Hein. Il m'empêche de faire mon travail. Voilà. C'est quand même historique, c'est quand même la première fois qu'on engueule un journaliste de faire une interview. C'est je t'aime moi non plus un petit peu. On sait qu'il vous a quand même mis un tweet quand vous étiez malade récemment, il vous a soutenu, mais pourtant dès que vous dites quelque chose qui est pas bien, tout de suite dans la foulée vous recevez un tweet assez cinglant parce qu'il est méchant. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Ouais. Honnêtement, on s'aime beaucoup. Ouais. La dernière fois à Lyon, c'était pour le jeu FIFA, puisque vous savez qu'Electronic Arts a ses bureaux à Lyon. Ouais. Manger, il y a une brasserie Bocuse juste à côté. J'avais mangé avec lui. Moi, je l'aime beaucoup. Je lui ai envoyé des messages pendant le Fan 8 pour le féliciter, comme j'en ai envoyé à Nasser aussi. Parce que oui, il y a des gens que j'aime dans le foot. Hein. Il n'y a pas que des gens que je ne peux pas saquer. Donc, non, Jean-Michel Aulas, pour moi, c'est le meilleur président. Sincèrement. Parce que ce club, c'est lui qui l'a bâti. Le stade, c'est aussi avec ses sous. Donc, déjà, ça, c'est comme Louis Nicolin, avec qui j'avais aussi. J'ai eu pas mal de problèmes relationnels avec Nicolin aussi. Mais ça, tu respectes. Quand les mecs, ils jouent avec leur oseille, même quitte portable, mais c'est son oseille. Jean-Michel, c'est un peu comme ça. Alors après, Jean-Michel, il est menteur, il est despote, il est de mauvaise foi, mais c'est toujours dans l'intérêt de l'OL. C'est toujours dans l'intérêt de l'OL. Donc, à partir de là, ça se respecte. Ça se respecte et quand on se voit, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Et c'est pas de la langue de bois. Mais toujours des gens, parce que très souvent on me dit alors, tu es toujours fâché avec Aulas. Je dis, mais je ne suis pas fâché. Je suis fâché avec Aulas. Je pense qu'en plus, Jean-Michel Aulas, c'est tout à fait le genre de mec à qui tu peux t'engueuler le mardi et aller bouffer le mercredi. Hein. Ouais, d'accord, je comprends un peu la personnalité. Je vois un petit peu ce que vous voulez dire. Alors, est-ce que, pour vous, c'est flippant l'après-Aulas qui se dessine? On parle de Tony Parker comme président de l'OL. Ça fait, en tant que supporter, ça fait bizarre quand même hein, de se dire que Jean-Michel Aulas est prêt à passer la main, parce qu'on ne va pas se mentir, il ne va peut-être pas rester jusqu'à un âge comme Michel Drucker, par exemple. On ne pense pas qu'il va mourir sur scène. Mais est-ce que ça vous fait peur un petit peu, cet après Jean-Michel Aulas? Je connais bien Tony, c'est un grand businessman. Ouais. J'avoue que quand je suis avec Tony Parker, j'avais plutôt tendance à parler basket que football. Hein. Je ne connais pas exactement ses compétences footballistiques, mais bon, voilà, il peut aussi savoir bien s'entourer et bien gérer le club. Maintenant, c'est sûr qu'il ne fera pas des sorties sur Twitter comme peut le faire Jean-Michel. Ou comme pourrait le faire Boudjelal s'il avait pu un jour reprendre l'OM, ce qui évidemment n'arrivera jamais. Ah. Ouais, donc Jean-Michel Aulas, vous le portez dans votre cœur. Il y a un autre homme fort à l'Olympique Lyonnais qu'on essaye de propulser, c'est Juninho. Jean-Michel Aulas l'a dit lui-même, c'est l'an 1 de Juninho. Juninho, il a pris un petit peu les pleins pouvoirs au niveau mercato, au niveau directeur sportif. Et même Édouard Gênes disait que l'état d'esprit qui a été vu au Final 8, c'est grâce un petit peu au lobbying de Juninho. Qu'est-ce que vous pensez de Juninho et de son rôle un petit peu à l'OL? Honnêtement, je ne suis pas assez proche du club. Ouais. J'ai pas suffisamment d'éléments pour avoir un avis vraiment tranché. Je pense que jusqu'à Guimaraes l'année dernière, son recrutement était vraiment pas terrible. Que là, pour l'instant, le recrutement il n'a pas commencé, hein, puisque je pense qu'avant d'acheter, Lyon doit vendre. Donc j'imagine que tout ça est anticipé. Hein. C'est comme le PSG. Je ne peux pas imaginer que le PSG a laissé partir tout le monde sans penser à des plans B. À ce qu'on m'a dit, il était assez sous-volé dès qu'on l'allumait dans la presse. Ouais. Bon, on l'a pas beaucoup vu. On l'a pas beaucoup vu l'année dernière, Juninho. Hein. Il a été un petit peu, peut-être qu'on lui a coupé le sifflet. Enfin, j'en sais rien, mais on l'a pas beaucoup vu.
pense que le licenciement de Silvinho ne lui a pas fait du bien dans son autorité, c'est clair. Maintenant, voilà, il est auréolé presque autant que Garcia. Est-ce que c'est justifié ou pas? Je n'en sais rien. De cette place en demi-finale de Ligue des Champions. C'est à lui de capitaliser là-dessus. C'est à lui de réussir un recrutement qui sera difficile parce qu'il va perdre forcément des très bons joueurs et qu'il n'aura pas les moyens de les remplacer qualitativement. Mais bon, voilà, maintenant, ce qui compte, c'est que Lyon soit en Ligue des Champions à la fin de la saison. Dernière question, est-ce que vous y croyez un petit peu à une bonne saison de l'Olympique lyonnais, franchement, de votre expérience? Et je te dis encore une fois, c'est difficile de juger cette équipe tant que le 5 octobre n'est pas passé. Si au 5 octobre, Depay et Dembélé sont toujours là et qu'Aouar a été vendu et remplacé par un bon joueur, c'est sûr que si en plus Reine Dalit s'en va, c'est un problème quand même. Maintenant, Marseille s'est pas remporté. Monaco, on ne sait pas trop où ils vont. Donc voilà, je pense que sans Coupe d'Europe, Lyon n'aura pas d'excuse. Cette irrégularité chronique est la sienne depuis plusieurs saisons. Moi, je veux bien, voilà, il a arrêté avec ça quand je ne sais plus ce que je voulais dire. Je parle tellement, je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Bon, c'est pas grave. Pas couper. Oh, je coupe rien du tout. Vous savez, moi, je m'occupe pas du monde. Moi, passer pour un con, ça m'arrive foutu. Bref, c'était très très intéressant. Merci beaucoup, Pierre Ménès. Vraiment. Pierre Ménès qu'on retrouve dans le Canal Football Club, hein, aussi sur Twitter. Vous avez le Pierrot Face Cam qui est très intéressant aussi pour l'échange avec les supporters. Il marche très très bien. Ouais, ça marche bien. Je l'ai vu là. En gros, tout support confondu, on est à 400, 500 000 vues. C'est une très bonne formule. Et puis maintenant, vous êtes sur Wellfan TV. Donc les gones, d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter ce qu'a dit Pierre Ménès, toujours dans le respect, parce qu'on sait que les réseaux sociaux, ça part toujours en cacahuète. Mais voilà, dans le respect, mettez un pouce, un like, partagez cette vidéo. Et oui, ça c'est le chien de Pierre Ménès. Vous en avez plusieurs d'ailleurs, non? C'est pas ça. Ça, c'est l'aîné, ça. Comment il s'appelle ce chien? C'est le premier. D'accord. Moi, il y aurait... Merci beaucoup en tout cas, Pierre Ménès. C'était un qui, même les bêtes, ne peut pas être totalement mauvais. Oui, vous n'êtes pas mauvais. Vous êtes un personnage, Pierre Ménès. Un personnage. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir des. Je suis même réconcilié avec Bernard Lacombe. Ouf, ça c'est dur, ça. Non, écoute, tu sais quoi, Bernard Lacombe m'a envoyé un message ou un message vocal, je ne sais plus, pour m'inviter à son départ à la retraite à l'OL. Alors c'était un dimanche, donc ça m'obligeait à vraiment y aller pour 2 heures parce qu'il fallait que c'est le soir. Et puis j'ai pas pu y aller parce qu'il y a des grèves des trains, il y a toujours quelque chose en France. Mais voilà, et ça m'a fait très plaisir. Très plaisir. Il est dur, Bernard Lacombe, un petit peu. C'est quelqu'un qui est pas facile. Moi, depuis l'équipe TV, donc ça c'est quand même, ça faisait 17 ans, quoi. Ah oui, quand même. Voilà. Mais bon, et ça aussi comme une forme d'hommage, tu vois, à ce que je suis ou à ce que je suis devenu, au poids que je peux avoir dans le football français et auquel, contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, je fais très attention. Parce que je suis quand même très souvent consulté par des joueurs, des présidents. Je ne le cache pas, hein, mon meilleur ami, c'est Marc Keller, le président du Racing Club de Strasbourg. Donc voilà, je suis consulté, donc je fais attention à ce que je dis et à ce que je fais, contrairement aux apparences. C'est bien de le dire. En tout cas, vous êtes un personnage assez singulier quand même dans ce monde du football et ça fait vraiment plaisir. Je le répète parce que ça fait vraiment plaisir d'avoir quelqu'un comme vous qui dédramatisait un petit peu tout ça, quoi. Voilà. Oui, quand tu vois ce que j'ai vécu à titre perso, et ce que beaucoup de gens vivent, et la crise incroyable qu'on est en train de vivre et qui va avoir des conséquences économiques épouvantables pour notre pays, voilà, le foot redevienne un plaisir, un loisir et un espace de convivialité, ce qui n'est absolument pas pour l'instant. Merci beaucoup, Pierre Ménès, en tout cas.
et puis à dimanche dans le Canal Football Club. Oui, alors parce que normalement, c'est le samedi et le dimanche. Ouais. Ah oui, c'est le samedi et le dimanche, exactement. Ouais, deux formules. Pas d'émission ce samedi puisque c'est match de l'équipe de France. Effectivement, c'est la trêve internationale. Le TFC que le dimanche. Très bien, merci beaucoup Pierre Ménez. Très bonne soirée à vous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.